Otaro est un génie solitaire qui aime la solitude. Mais tout change quand il doit rejoindre un club avec une fille populaire pour résoudre des mystères scolaires et tomber amoureux. Le premier jour, des élèves envahissent l'entrée pour recruter, mais Otaro n'est pas intéressé et file en cours. Là, son camarade Satoshi insiste pour qu'ils rejoignent un club ensemble et s'amuse à débusquer des méchants. Otaro lui montre une lettre d'acceptation au club de classique, sa sœur l'ayant déjà forcé à en rejoindre un. Satoshi dit que c'est bien, car le club n'a pas de membres, donc Otaro sera seul. Intrigué, Otaro se rend au club et, après avoir déverrouillé la porte, voit une fille regardant par la fenêtre. Il s'approche et lui demande qui elle est. Elle se présente comme Eiru, la nouvelle membre du club de classique, ruinant les espoirs de solitude de Otaro. Elle lui dit qu'elle a été enfermée, bien que la porte était ouverte à son arrivée, et lui demande de l'aider. À ce moment-là, il remarque Satoshi, qui espionne par la porte. Il dit qu'il ne s'attendait pas à voir son ami stoïque seul avec une fille. Après qu'il lui ait expliqué comment Eiru a été enfermée, Otaro décide de partir, mais Eiru bloque la porte. Elle prend alors sa main et le supplie de l'aider. En plongeant son regard dans ses yeux, Otaro se sent charmé par sa beauté. Finalement, il accepte de l'aider et lui demande si elle a remarqué quelque chose d'étrange. Elle pointe alors le bruit faible venant du sol. Otaro descend au rez-de-chaussée et voit le concierge réparer les lumières puis verrouiller les salles derrière lui avec sa clé maîtresse. Il réalise que le concierge a dû verrouiller la porte pendant qu'Eiru était dans la salle. Otaro demande à Eiru pourquoi elle n'a pas entendu la porte se verrouiller, alors elle les ramène au club et leur montre un bâtiment étrange. Ensuite, ils rentrent chez eux ensemble. Et Satoshi rejoint aussi le club car il s'est amusé à résoudre le mystère. Le lendemain, après l'école, Satoshi raconte une légende sur le fantôme de la salle de musique à Otaro, qu'il ignore et se concentre sur ses devoirs. Mais en apprenant que Eiru a raconté cette légende à Satoshi, il décide d'agir pour l'empêcher de les forcer à enquêter. Peu après, Eiru entre dans la classe. Otaro demande alors à Satoshi de lui parler d'une autre légende effrayante pour qu'elle ne le dérange pas. Satoshi raconte à Eiru une légende sur un club secret appelé Golden Web qui opère en dehors de la juridiction du conseil étudiant et utilise des méthodes étranges pour recruter chaque année. Personne n'a pu localiser leur salle de club ou attraper des membres jusqu'à présent. Alors, quand Eiru demande avec enthousiasme au garçon d'enquêter avec elle, Otaro accepte rapidement et il commence à explorer les panneaux d'affichage à la recherche d'affiches de recrutement pour ce club. Finalement, Otaro trouve un petit mot caché sous une autre affiche et il appartient au Golden Web. Après l'avoir montré aux autres, Eiru est satisfaite qu'ils aient résolu un autre mystère et s'en va heureuse. Plus tard, alors que Otaro et Satoshi rentrent ensemble, Satoshi félicite Otaro d'avoir placé un faux mot sur le panneau pour dérouter Eiru. Il demande ensuite pourquoi Otaro a pris la peine de falsifier toute l'histoire du Golden Web et il répond que sinon, Eiru les aurait forcés à aller à la salle de musique et il ne voulait pas car c'est loin de leur classe. Bien que Satoshi soit impressionné par sa détermination à rester vierge, il ajoute qu'il aurait été plus simple que Otaro dise juste non à Eiru. Cela fait réaliser à Otaro qu'il n'a jamais eu besoin de tels stratagèmes avec d'autres. Et il doit y avoir quelque chose de spécial chez Eiru, car elle est la seule à pouvoir le persuader. Quelques semaines plus tard, Otaro se rend au club après les cours où Eiru fait une scène sur le fait qu'ils perdent leur temps. Otaro lui demande si elle a quelque chose de précis à faire, et elle dit qu'il devrait publier une anthologie pour le festival culturel. Otaro n'est pas intéressé, mais quand Eiru s'approche de lui et commence à parler, il accepte de le faire pour qu'elle le lâche avant que ses nerfs ne craquent. Il demande ensuite ce qu'ils vont écrire dans l'anthologie, et elle dit qu'elle n'en a aucune idée, et qu'il devrait consulter celle des années précédentes. Au début, il cherche dans la salle de club, mais ne trouve rien, et la batterie sociale de Otaro est déjà à plat. Mais Eiru l'entraîne à la bibliothèque, où il croise Mayaka, une vieille amie qui ne supporte pas l'attitude de garçon Sigma de Otaro. Juste à ce moment-là, Satoshi arrive aussi, et plaisante en disant que Mayaka a un faible pour Otaro, mais Ebara dit qu'elle préférerait se faire écraser par un camion que de laisser Otaro respirer près d'elle. Mayaka commence alors à se battre avec Satoshi pour ses blagues. Otaro explique à Eiru que Mayaka aime Satoshi depuis l'enfance. Ensuite, Eiru demande à Mayaka s'il y a des anthologies qui traînent, et elle répond qu'elles devront attendre le retour de la bibliothécaire de sa réunion. En entendant cela, Otaro décide de s'en aller. Mais pour le retenir, Satoshi demande à Otaro de lui raconter cette histoire amusante qu'elle a mentionnée plus tôt. Immédiatement, les yeux d'Eiru s'illuminent, et elle veut en savoir plus. Mais Otaro n'est pas intéressé et essaye de partir. Cependant, elle lui prend la main et le force à rester. Alors Mayaka leur parle d'un livre étrange qui est emprunté et rendu chaque vendredi. En l'examinant, il découvre que le livre parle de l'histoire de l'école, alors elle pousse Otaro à utiliser son cerveau de Sherlock. Au début, il refuse, mais après qu'elle insiste, il finit par accepter.
Alors que l'enquête commence, Hotaro réalise que le temps d'emprunt de ce livre n'est pas suffisant pour en lire le contenu, donc les gens doivent l'utiliser pour autre chose. Il note aussi que seules des filles ont emprunté ce livre, et cela pourrait être une coïncidence ou elles l'utilisent comme un code. Juste au moment où il rencontre un obstacle, Eru sent quelque chose sur le livre, mais Mayaka dit qu'elle ne sent rien. Eru renifle à nouveau et dit qu'il y a du diluant sur le livre, alors Hotaro lui demande d'aller vérifier dans la salle d'art. Cependant, elle insiste pour qu'il vienne aussi, et alors qu'elle l'entraîne, Mayaka souhaite les rejoindre. Elle demande donc à Sadoshi de rester au bureau jusqu'à son retour. Une fois dans la salle d'art, Eiru sent immédiatement la même odeur qu'elle a sentie sur le livre. Dès qu'ils entrent, ils voient plusieurs peintures représentant le dit livre. Hotaro révèle que le cours d'art utilise essentiellement le design de ce livre parce qu'il rend bien en peinture, laissant les filles. Lorsqu'il retourne à la bibliothèque, il félicite Hotaro pour sa perspicacité. Mais Hotaro est plus impressionné par le sens de l'ouïe et de l'odorat d'Eiru. Alors que les autres discutent entre eux, Hotaro réalise qu'il ne pourra jamais être comme eux, alors il décide de partir. Juste à ce moment-là, la bibliothécaire revient. Alors quand il lui demande si elle a des anthologies, elle leur dit non. Ce jour-là, Hotaro se réveille avec un appel d'Eiru, qui lui demande de se rencontrer car elle a quelque chose d'important à discuter. Plus tard, il se rend dans un café et attend Eiru, qui arrive en courant en retard. Alors qu'il s'installe, un silence gênant remplit la pièce et Hotaro décide de partir car il ne veut pas perdre son temps avec une fille sans cervelle. Cependant, elle le supplie de s'arrêter et dit qu'elle a une confession à faire, le laissant choqué. Il s'attend à une déclaration d'amour, mais Eiru dit nerveusement qu'elle a besoin d'aide pour une affaire personnelle. Hotaro accepte d'écouter et elle explique que son oncle, Jun, lui a un jour dit quelque chose qu'elle ne peut plus se rappeler. Jun avait été membre du club de classique et était connu pour avoir toujours des réponses à ses questions sans fin. Un jour, elle lui a demandé quelque chose sur le club, mais il a étrangement évité le sujet après qu'elle ait fait une scène et l'ait poussé à répondre. Quoi qu'il ait dit, cela l'a fait éclater en larmes. Jung ne l'a pas réconforté. Et au fil des ans, elle a oublié quelle était sa réponse. Eiru révèle ensuite que Jung a disparu après être allé en Inde il y a plusieurs années, la laissant sans moyen de le contacter. C'est pourquoi elle a rejoint le club de classique et veut l'aide de Hotaro. Croyant que son esprit fonctionne à un autre niveau. Bien que Hotaro la rejette au début, Eiru insiste pour qu'elle ne puisse impliquer personne d'autre. Elle ajoute qu'il lui rappelle Jun et admet qu'elle veut la vérité avant que son oncle disparu ne soit déclaré mort. Alors que sa famille prévoit de tenir des funérailles après 7 ans sans aucune nouvelle de lui. Eiru veut se souvenir de ce que Jun a dit, car c'est sa façon d'avoir une fermeture, alors Hotaro accepte d'aider. Après cela, la saison des examens commence à l'école, donc tous les clubs sont fermés pendant la durée des examens. Des semaines plus tard, Hotaro termine son dernier examen et rentre chez lui pour se détendre. Seulement pour recevoir une lettre de sa sœur, qui veut savoir comment se porte le club. Elle mentionne aussi que le club a écrit une anthologie chaque année, donc il doit continuer la tradition. Elle ajoute que les anciennes ne sont pas dans la bibliothèque, mais plutôt dans une armoire à pharmacie dans la salle du club, alors il décide d'aller vérifier. Le lendemain, Hotaro apporte la lettre à Haru et Mayaka. Ils sont confus car il n'y a pas d'armoire à pharmacie dans la salle de club actuelle. Mais Hotaro se souvient que sa sœur a obtenu son diplôme 2 ans plus tôt, lorsque le club de classique utilisait la salle de préparation de biologie. Le trio s'y rend et trouve la salle occupée par le club d'affiches d'actualité. Après qu'Eiru ait frappé, un beau garçon nommé Taigedo répond à la porte. Eiru le reconnaît et lui demande s'il a vu des anciennes anthologies, mais il prétend ne pas en avoir. Hotaro remarque rapidement que Togedo semble nerveux, et Mayaka le remarque aussi. Suspicieux, il demande à fouiller la pièce. Bien qu'hésitant, Togedo finit par les laisser entrer, mais Eiru ne trouve toujours pas les anthologies. Convaincu qu'il cache quelque chose, Hotaro le presse subtilement jusqu'à ce qu'il craque et leur demande de partir. Hotaro dit alors calmement qu'ils veulent juste les anthologies et lui demande de les laisser dans la salle de préparation de sciences s'il les trouve. 5 minutes plus tard, les anthologies des 45 dernières années sont sur leur table, laissant Mayaka stupéfaite pendant qu'Hotaro lui demande de se taire. Il révèle ensuite que lorsque Togedo est sorti, il a verrouillé la porte derrière lui et portait un parfum. Une fois à l'intérieur, les fenêtres étaient ouvertes et les ventilateurs allumés, ce qui signifie qu'il essayait de masquer une odeur. La meilleure hypothèse est qu'il fumait dans la salle de club et qu'il est devenu défensif parce qu'il ne voulait pas se faire prendre. Il a même installé des capteurs à l'extérieur de la pièce qui l'alertent quand quelqu'un arrive. Il a donc profité de ce temps pour couvrir le placard à médicaments avec des boîtes, car c'est là qu'il garde ses cigarettes. Mayaka est troublée par l'intelligence d'Hotaro, mais Hotaro remarque qu'Eiru est étrangement silencieuse. Quand il lui demande ce qui s'est passé, elle révèle qu'elle a trouvé la 2e anthologie et qu'il y a quelque chose écrit sur Jun. Cela décrit vaguement quelque chose qui lui est arrivé dans cette école, mais elle ne s'en souvient pas. Hotaro lui dit qu'il devrait regarder la première pour voir quel est le problème, mais Mayaka révèle qu'elle est manquante. En rentrant chez eux, alors qu'Eiru commence à ne pas se sentir bien, Hotaro suggère de demander de l'aide à Mayaka et Satoshi. Le lendemain, Eiru leur raconte tout, et ils sont impatients d'aider.
Le week-end, Hotaro et Satoshi prennent leur vélo pour aller chez Haru, et après qu'elle les ait accueillis, ils voient que Mayaka est déjà là. Une fois tout le monde installé, Eiru explique que cette réunion a lieu pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à son oncle Jun. Elle commence par leur remettre une note dans laquelle elle a écrit des choses intéressantes qu'elle a trouvées dans la deuxième anthologie. La première est que Jun a quitté l'école sans obtenir son diplôme. La deuxième le dépeint comme un héros. La troisième et la cinquième l'appellent un combattant bienveillant, devenu un sacrifice. Et la quatrième dit qu'il a inventé le nom Hyuka. Elle pense que Jun a dû confronter quelqu'un et a dû quitter l'école à cause de cela, devenant ainsi une légende parmi les élèves. Les notes mentionnent aussi que cela s'est produit après la foire annuelle de l'école, donc elle suppose que Jun a essayé de défendre des vendeurs, ce qui a conduit à une grande bagarre. Elle pense aussi que Chun a pris la responsabilité et a ensuite été expulsé. Cependant, Hotaro n'y croit pas car les stands ont toujours été interdits et il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner à la foire de toute façon. Sato, elle ajoute que les gens étaient assez différents à l'époque. Et pendant que les autres discutent, Mayaka s'excuse car sa théorie est très éloignée de ce qu'il pense. Eiru lui dit que ce n'est pas grave et suggère qu'il vérifie son travail aussi. Il s'assoit donc sur le porche et Mayaka leur remet ses notes. Selon ses recherches, une émeute a éclaté à l'école entre les enseignants et les élèves au mois de juin, et Jun était celui qui a dirigé les élèves. Mayaka pense que Jun a dû frapper un enseignant au visage, ce qui a entraîné son expulsion. Mais Hotaro révèle que Jun a quitté l'école en octobre, donc les dates ne correspondent pas. C'est maintenant le tour de Satoshi. Mais Bro a faim, alors Eiru les emmène à la cuisine et leur prépare des onigiri. Pendant ce temps, Satoshi fouille dans de vieux journaux pour apprendre qu'un incident s'est effectivement produit à l'école, mais il n'y a aucune mention de violence. En entendant cela, Mayak se sent légèrement irritée car le gars pour qui elle a le béguin prouve que sa théorie est incorrecte. Et enfin, c'est le tour d'Hotaro. Mais Bro n'a pas proposé de théorie comme les autres, ce qui le met dans une position étrange. Juste à ce moment-là, il commence à pleuvoir. Alors qu'Eiru court pour ramener le linge à l'intérieur, Hotaro se dirige vers la salle de bain pour activer son mode réflexion. Il se perd en chemin et tombe dans la chambre d'Eiru, remplie de matériel de recherche. Alors il se concentre et finit par trouver une histoire. Il conclut qu'il y a 45 ans, le principal voulait écourter la foire de 5 jours, donc les élèves, dirigés par Jun, se sont rebellés contre son ordre et ont commencé une émeute. Comme il n'y a pas eu de violence, il pense que les élèves ont boycotté les cours et que les profs ont dû négocier. Mais quelqu'un a dû prendre la responsabilité, et c'était Jeon. La révolte a eu lieu en juin, mais l'école a attendu fin octobre pour apaiser les choses. Et après la foire, ils ont expulsé Jeon. Tout le monde est d'accord, l'histoire tient la route. Eiru décide donc de l'ajouter à l'anthologie de cette année. Mais après le départ de tout le monde, elle ne se souvient toujours pas pourquoi elle a pleuré. Pendant ce temps, en rentrant, Shitoshi demande à Hotaro pourquoi il a aidé Eiru, et Hotaro dit qu'il n'est pas encore sûr. Il ne comprend pas non plus comment ils ont tant d'énergie, alors que sa batterie sociale se vide plus vite qu'un iPhone. Malgré tout, il voulait voir comment l'autre côté vivait, et c'était sa façon de les comprendre. En rentrant chez lui, Hotaro reçoit un appel de sa sœur. Il lui dit qu'il écrit une anthologie sur Jun, mais sa sœur qualifie l'incident de Jun de tragédie. Hotaro est intrigué et demande plus de détails, mais elle raccroche en promettant de rappeler plus tard. Maintenant confus, Hotaro réalise que sa théorie sur Jun est incomplète, alors il passe toute la nuit à réfléchir. Le lendemain à l'école, il convoque tout le monde et présente l'idée qu'il pourrait avoir eu tort sur l'histoire de Jun. Il sort la préface qui dit que l'histoire de Jun n'est pas celle d'un héros, en soulignant la phrase qui dit que Jun était un sacrifice. Cela pourrait signifier plusieurs choses. Hotaro suggère donc de demander à Yuko, la femme qui a écrit la préface. Ses amis lui demandent où il pourrait trouver Yuko après 45 ans, mais Hotaro souligne qu'elle a toujours été là, déguisée en bibliothécaire. Il rencontre immédiatement Yuko à la bibliothèque. Après avoir confirmé qu'elle a écrit la deuxième anthologie, ils lui disent que Jun est l'oncle d'Eiru et qu'elle veut savoir ce qui s'est passé il y a 45 ans. Elle accepte et les emmène dans son bureau où elle confirme que la théorie de Hotaro est correcte. Alors Hotaro demande si Jun s'est sacrifié volontairement pour le bien commun. À cela, Yuko révèle enfin toute la vérité sur les manifestations, disant que personne ne voulait prendre les rênes, de peur d'être expulsé. Ainsi, certains élèves ont forcé John à être le bouc émissaire, alors que toute la révolte avait été organisée par quelqu'un d'autre. Finalement, les enseignants ont décidé de ne pas raccourcir la foire annuelle. Mais même alors, les élèves ont continué à montrer leur pouvoir en boycottant les cours et en faisant des feux de joie non planifiés à l'école. Un de ces jours, le feu s'est propagé au gymnase et a détruit tout le bâtiment, et les enseignants ne pouvaient plus tolérer les émeutes. Ils ont donc décidé d'en finir en expulsant le leader du mouvement, qui était Jun. Jusqu'à la fin, Jun n'a pas rompu son silence et a quitté l'école. Des années plus tard, la foire a été raccourcie à 3 jours de toute façon, et c'est la tragédie de Jun et de la foire annuelle. Malgré le choc, Eiru sent qu'il manque quelque chose, et demande pourquoi son oncle a choisi le nom Hyuka pour l'analogie,
mais Hyuko dit qu'elle n'en a aucune idée. À cela, Hotaro explique que c'est un jeu de mots, car Hyuka se traduit par glace en anglais, mais Eiru ne comprend toujours pas. Il écrit donc quelque chose sur le papier et le lui passe, et elle se souvient enfin de ce que Jun a dit qui l'a fait pleurer. En fait, le mot glace sonne comme glace, ce qui était la réaction de Jun face à son sacrifice par ses camarades. Il a dit à Eiru d'être forte, sinon elle ne pourra pas crier à l'aide quand elle sera en difficulté. Et c'est ce qui l'a fait pleurer. Les larmes aux yeux, elle remercie Hotaro de l'avoir aidé à se souvenir. Et le lendemain, il commence à travailler sur l'anthologie. Pendant ce temps, Hotaro écrit à sa sœur, lui disant qu'il a résolu le mystère de Jun, croyant qu'elle l'a forcé à rejoindre ce club pour lui faire réaliser que son mode de vie n'est pas le meilleur. Quelques jours plus tard, Hotaro est en classe, ignorant tout ce que dit le professeur, jusqu'à ce qu'il entende une dispute éclater dans la pièce à côté. Hotaro entend la voix d'Eiru et se demande si elle a eu des problèmes avec le professeur. Plus tard, dans la salle du club, il arrive pour trouver Mayaka en colère contre Satoshi, et les tentatives d'Eiru pour la calmer ne font qu'aggraver les choses. Finalement, Hotaro demande calmement à Mayaka de se calmer, et elle l'écoute vraiment et se tait. Après cela, Eiru remarque que Satoshi n'a pas du tout réagi aux cris de Mayaka, ce qui l'a conduit à croire qu'il ne se fâche jamais. Cependant, Satoshi admet qu'il se fâche, mais cela arrive rarement. Eiru dit aussi que Hotaro ne s'énerve jamais, mais Mayaka dit que c'est parce qu'il est idiot et qu'il n'a pas l'énergie de se disputer. La seule qui ne s'énerve pas ici, c'est Eiru elle-même, et Satoshi la félicite car la colère est l'un des 7 péchés capitaux. Il réalise alors qu'Eiru ne possède aucun des 7 péchés jusqu'à ce qu'elle se fâche et leur demande d'arrêter de la fixer. Cependant, Mayaka et Satoshi continuent à plaisanter jusqu'à ce que Eiru s'énerve et dise qu'elle ne parle à personne, pour se raviser en une seconde et dire que se fâcher n'est pas si mauvais, tout comme les autres 7 péchés. Elle explique qu'un manque de fierté signifie un manque de confiance en soi, et une personne sans avidité ne ferait jamais d'efforts pour soutenir sa famille. Elle ajoute que l'envie est ce qui mène aux nouvelles inventions, donc tous les péchés sont compliqués et parfois nécessaires dans la vie. Elle dit même que se fâcher n'est pas mauvais non plus. Mais quand Mayaka demande pourquoi Eiru ne s'énerve jamais, elle dit que c'est trop fatigant pour elle. En entendant cela, Hotaro réalise qu'il vient de trouver la femme de ses rêves, mais les 2 autres lui demandent de retirer sa déclaration ou la maladie de nonchalance de Hotaro la maudira. À cela, elle dit qu'elle rigolait et qu'elle s'énerve contre les gens, surtout ceux qui gaspillent de la nourriture. C'est alors que Hotaro lui fait remarquer qu'il l'a entendu crier après le professeur ce matin, alors elle explique tout ce qui s'est passé. Pendant le cours de maths, leur professeur est entré dans la classe, a regardé le panneau à l'extérieur, puis a écrit une équation au tableau. Cependant, il n'avait pas enseigné cette équation auparavant, donc, quand les élèves ne pouvaient pas lui donner la bonne réponse, il s'est fâché et a crié sur tout le monde. Pendant que les autres restaient silencieux, Eiru n'a pas pu se contenir et a interpellé le professeur, alors il a réalisé son erreur et a continué le cours normalement. Cependant, leur professeur est un perfectionniste et ne fait pas ce genre d'erreur. Eiru demande donc à Hotaro d'utiliser son cerveau de Sherlock. Cependant, Mayaka est plus intéressée de savoir pourquoi Eiru s'est exprimée ainsi et elle dit qu'elle ne comprend pas elle-même. Ils reviennent à la question principale et Hotaro mentionne que les professeurs prennent tous des notes sur les cours dispensés. Il réalise alors que le professeur avait déjà enseigné cette équation à la classe D, mais Eiru est dans la classe A, donc il a dû confondre la lettre A avec D. Mayaka soutient que personne n'est assez bête pour confondre A avec D, mais Hotaro dit que les 2 lettres se ressemblent en minuscules, donc le professeur s'est trompé de classe. En entendant cela, Eiru se sent mal d'avoir crié sur le professeur. Et alors qu'il conclut la réunion, Hotaro se demande si Eiru cherchait une excuse pour se blâmer d'être en colère. Elle s'approche alors de lui et le remercie pour son aide, mais Hotaro demande avec nonchalance, comme d'habitude. Pendant les vacances d'été, Hotaro et ses amis sont dans un bus en direction du village de Zaizen, célèbre pour ses sources chaudes. Hotaro, comme d'habitude, souhaite être chez lui à regarder ses 2 waifus d'anime préférés, et il a seulement accepté de venir parce qu'il ne pouvait pas dire non à Eiru. Une fois arrivé, Hotaro se sent déjà mal dans la voiture, donc Mayaka les emmène chez ses parents. Là, elle les présente à ses cousines, Ri et Kayo, avant de les conduire à leur chambre. Cette nuit-là, Satoshi est déjà parti pour la source chaude. Hotaro décide donc d'y aller aussi et croise Eiru, alors ils décident de marcher ensemble. En chemin, Eiru demande à Hotaro des nouvelles de sa sœur et il dit qu'elle est à la fois génie et psychopathe. Eiru dit qu'elle a toujours voulu avoir un frère ou une sœur et être comme Ri et Kao, et Hotaro fait de son mieux pour cacher qu'il se moque de ce qu'elle veut. En arrivant aux sources chaudes, Hotaro dit adios et se dirige vers la section homme. Là, il entend Eiru dans la section femme, ce qui fait que son cerveau imagine des choses inappropriées, mais Hotaro ne peut pas supporter tout ça et s'évanouit. Heureusement, Satoshi le sort et l'emmène dans leur chambre pour qu'il puisse se reposer. Plus tard, Eiru arrive pour vérifier sa fièvre, mais la voir de près ne fait qu'augmenter sa température. Il s'excuse d'avoir gâché leur voyage, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter et de les rejoindre s'il se sent mieux.
Après son départ, il entend Mayaka raconter des histoires de fantômes dans la pièce voisine au sujet d'un client au 2e étage qui s'est suicidé. Les clients qui ont séjourné dans cette chambre ont rapporté avoir vu des ombres d'un homme pendu. Et le 9e client est tombé malade et est mort dans la même chambre. Fatigué de leur bavardage, Hotaru va à la fenêtre pour la fermer et voit quelqu'un rôder dehors, mais il l'ignore et s'endort. Quand il se réveille, il voit Mayaka avoir l'air d'avoir vu un fantôme parce qu'elle a littéralement vu le fantôme de l'homme pendu. L'ignorant, il prend son café du matin et voit une tasse avec le nom de Ria dessus, mais il n'y en a pas avec le nom de Kao. Juste à ce moment-là, Eru dit qu'elle a aussi vu l'homme pendu, mais Hotaru dit qu'elle a dû voir autre chose, mais qu'elle le confond maintenant avec le fantôme à cause de Mayaka. À cela, Eru pousse Hotaru à l'aider à comprendre ce qu'elle a réellement vu, et encore une fois, Bro oublie de dire non. Il décide d'enquêter sur la chambre hantée et croise Keiyo en chemin, mais elle leur dit qu'il est interdit d'aller au dernier étage hanté. Pendant le déjeuner, Ri apparaît soudainement dans son nouveau yukata, et pendant que les autres la regardent, Hotaru sent quelqu'un l'observer. La nuit, il va aux sources chaudes avec Satoshi et lui demande si quelque chose de spécial s'est passé la nuit dernière, apprenant qu'il y avait un festival d'été à proximité. Finalement, Hotaru comprend ce qui s'est passé et retrouve Eiru pour lui dire la vérité. Il explique que tout ce que Rie possède porte son nom, ce qui signifie qu'elle est très possessive, tout comme son Yakuta. Keo voulait l'essayer, mais Rie ne la laissait pas faire. Alors Keo l'a portée en secret et est allée au festival d'été la nuit dernière. Cependant, il a commencé à pleuvoir, alors elle s'est dirigée vers la chambre hantée et l'a accrochée à la fenêtre pour la faire sécher, car personne n'y va. Cela fait réaliser à Eiru que Rie et Kao ne s'entendent pas. Mais juste après, elle voit que Kao a cassé ses sandales et Rie lui fait un portage, lui faisant comprendre qu'elles s'entendent bien. Quelques jours plus tard, alors que les élèves préparent la foire annuelle, Hotaru et Satoshi arrivent à l'école et commencent à se remémorer des choses jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils sont en retard pour la réunion. Se dépêchant d'aller au club, ils se font gronder par Mayaka pour leur retard et Eiru arrive en courant pour leur parler de la classe F qui produit un film. L'un des producteurs est un ami d'Eiru et elle a demandé à leur club de faire une critique. Alors Eiru les entraîne dans la salle des médias et les présente à son amie Fuyumei. Elle leur donne une copie du film et leur demande de le regarder car elle va leur poser des questions à ce sujet plus tard. Après son départ, le film commence et il s'agit de 6 étudiants partant en voyage pour se retrouver dans une ville qui ressemble à une copie de Silent Hill. Les étudiants décident d'explorer la ville et entrent dans un manoir où ils trouvent un plan de l'étage, alors ils décident de se séparer pour explorer le manoir. D'abord, ils se dirigent vers le bureau pour récupérer les clés, mais ils laissent la clé maîtresse au cas où ils en auraient besoin plus tard. Ensuite, ils se répartissent les clés et explorent différentes sections du manoir, et Satoshi dit discrètement à Hotaru que quelque chose va se passer. Peu après, tous les étudiants se retrouvent dans le couloir et partagent leurs découvertes, sauf un gars nommé Kaito, qui n'est pas revenu. Ils partent ensemble à sa recherche, et après avoir exploré plusieurs pièces, ils trouvent une porte verrouillée. Ils récupèrent donc la clé maîtresse et l'ouvrent, seulement pour voir Kaito allongé sur le sol couvert de sang. Leur choc se transforme en terreur lorsqu'ils voient son bras tranché, et les choses empirent quand ils réalisent que la seule autre issue de la pièce a été bloquée. Le film se termine brusquement, et Fuyume revient pour leur demander qui ils pensent avoir commis le meurtre. D'abord, elle veut savoir ce qu'ils en pensent, et Mayaka dit que c'était maladroit. Fu est d'accord que le jeu d'acteur à certains moments était terrible, mais ça lui va, car c'est un projet passion. Elle demande ensuite quel est, selon eux, le plus gros défaut, et il souligne que l'histoire est encore inachevée. Fuyumei révèle alors que Mayu, la fille en charge du scénario, est tombée malade après avoir écrit jusqu'à ce point, et qu'elle n'a pas pu continuer l'histoire. C'est pourquoi Fuyumei veut qu'il découvre qui a commis le meurtre, croyant que Mayu est très expérimentée et qu'elle a dû laisser des indices pour les spectateurs. Comme les autres n'ont aucune idée, il se tourne vers Hotaru, qui fait d'abord le désintéressé, mais demande ensuite à Fuyumei pourquoi elle les a choisis. Fuyumei dit que c'est parce qu'ils ont récemment résolu l'affaire Hyuka et elle pensait qu'ils seraient parfaits pour ça. Cependant, Hotaru dit qu'il n'a pas l'intention de faire le travail de quelqu'un d'autre, alors Fuyumei dit qu'elle pourrait devoir abandonner le projet en quittant la pièce. En entendant cela, Eiru devient agité et demande à Hotaru de l'aider à comprendre. Et encore une fois, Bro ne peut pas lui dire non. Fuyumei révèle alors que ses camarades ont des théories, et tout ce que Hotaru a à faire est de les écouter et de voir laquelle est la plus crédible. Hotaru accepte, mais le lendemain, il fait beaucoup trop chaud, alors il décide de sécher l'école. Malheureusement, Eiru se présente chez lui et le force à l'accompagner. Dans la salle du club, une fille nommée Kuriko apparaît et les emmène dans sa classe, où 3 détectives sont prêts à exposer leurs théories concernant le film. Ces détectives sont Junior, qui a déjà l'air d'avoir 40 ans, Tomohiro, qui n'a pas pris de douche depuis des mois, et Seo, qui a l'air de danser sur TikTok pour des pourboires de 5 $. Après l'introduction, ils s'installent pour commencer la réunion, et Eiru sort des bonbons au whisky pour que tout le monde en profite. Cependant, ils sont si mauvais que tout le monde faillit vomir avant de continuer la réunion. Mais Eiru reprend des bonbons parce qu'elle a un problème avec ses papilles.
Pendant ce temps, Junya énonce sa théorie selon laquelle le meurtre a eu lieu dans une pièce verrouillée, donc quelqu'un doit être entré et sorti par la fenêtre. Ils sortent immédiatement le plan de l'étage et voient qu'il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans la pièce que la porte principale et la fenêtre. Mais Heiru ajoute que cela n'aurait pas d'importance si Mayu a écrit l'histoire sans connaître le lieu de tournage. Cependant, Junya dit que Mayo a visité le manoir avant d'écrire l'histoire, donc il est clair qu'elle avait cela en tête. Cependant, Mayaka dit que même si c'est vrai, ils ne savent toujours pas qui l'a fait. De plus, l'herbe dehors est haute et il n'y a aucun signe de passage. Son argument tient jusqu'à ce que Junya se rappelle que Mayo a visité le manoir il y a des mois et l'herbe n'avait pas beaucoup poussé à l'époque. Il sort alors en s'exclamant que sa théorie tient toujours. Cependant, Heiru n'est pas satisfaite d'une conclusion si simple. Hotaro la soutient en disant que chaque pièce a une fenêtre et que le coupable aurait été vu par les autres. Quand Kurako arrive, ils lui disent que la théorie de Junya est rejetée et lui demandent une copie du script. En partant, Tomohiro les rejoint et dit que Mayu n'avait aucune expérience en écriture de mystère, alors elle a lu tous les romans de Sherlock Holmes pour s'instruire. En inspectant les romans, Heiru trouve des notes avec des choses écrites dessus, et Hotaro pense que ce sont des marques de Ma pour des idées. Il se tourne alors vers Tomohiro, qui sort une corde d'escalade, et dit que Ma lui avait demandé de l'obtenir pour le tournage. Cela lui fait croire que le coupable a utilisé la corde pour descendre du dernier étage dans la pièce où se trouvait Kaito. Une fille nommée Kanosu était dans la pièce au-dessus de Kaito, et comme elle est dans le club d'alpinisme, cela lui sera facile. Hotaro demande si Mayo a demandé d'autres accessoires, et Tomohiro dit qu'elle a seulement demandé un peu de faux sang, mais il a apporté du surplus car ce n'était pas assez. Après son départ, tout le monde s'accorde à dire que la théorie de Tomohiro semble correcte, mais Heiru, qui mange encore ses bonbons au whisky, a un pressentiment que ce n'est pas ça. Hotaro la soutient en disant que lorsque la fenêtre a été ouverte à la fin du film, cela a nécessité beaucoup de force et a même fait un bruit fort, ce qui signifie qu'elle n'a pas été ouverte avant. Kuroko revient alors avec le script, et en le lisant, il demande explicitement au réalisateur de s'assurer qu'il n'y a pas d'empreinte dehors. À ce moment-là, Shao arrive et partage sa propre théorie, disant que Mayu cherchait un 7e acteur, donc le coupable doit être un fantôme capable de traverser les murs et de tuer tout le monde. En entendant cela, Heiru se fâche car cela ressemble à une blague, avant de s'effondrer sur le bureau à cause de tous les bonbons au whisky qu'elle a mangés. Pendant qu'elle dort, Hotaro dit que la théorie de Chao ne tient pas, car Ma n'a jamais prévu un bain de sang avec la petite quantité de sang qu'elle a demandé. Juste à ce moment-là, Kurako demande ce qu'ils pensent des théories, et ils lui disent qu'elles sont toutes rejetées. Finalement, ils rentrent tous chez eux, mais Hotaro croise Fuyumi, qui l'invite à prendre un thé avec elle. Elle l'emmène dans un café, où elle dit qu'elle savait depuis le début que Junya, Tomohiro et Xiao n'ont pas l'intelligence nécessaire pour résoudre ça. Et la seule raison pour laquelle elle a demandé à Hotaro de les écouter est qu'elle voulait avoir une excuse pour rejeter leur théorie. Elle révèle alors qu'elle a entendu de plusieurs sources parler du génie de Hotaro et qu'il est le seul capable de résoudre ce mystère. Hotaro est choqué de voir à quel point elle l'a manipulé avec son visage stoïque et sa voix monotone. Et quand il l'appelle extraordinaire, il dit qu'il a juste de la chance parfois. À cela, elle lui conseille de prendre fierté de son génie, car dire que c'est de la chance est très offensant pour ceux qui ne peuvent pas être aussi intelligents que lui, même en faisant de leur mieux. Réalisant qu'elle a raison, Hotaro commence enfin à penser qu'il est vraiment spécial, alors il accepte d'aider Fuyumi. Le lendemain, Hotaro dit à Satoshi qu'il va activer son mode détective à plein temps. Et Satoshi est choqué car il n'a jamais vu Hotaro faire des choses pour les autres de son plein gré. Hotaro lui demande s'il y a quelque chose que lui seul peut faire, et Satoshi dit qu'il est un gars assez ordinaire, donc il n'a pas de talent particulier. Cependant, Hotaro argumente pour la première fois de sa vie, disant à Satoshi qu'il est bien plus qu'ordinaire et qu'il peut faire de grandes choses. À cela, lorsque Hotaro arrive à l'école, Mayaka panique car elle ne s'attendait pas à le voir ici pendant les vacances d'été. Heiru est la seule absente car elle est encore en train de récupérer des bonbons au whisky, donc il continue sans elle et revoit le film. Juste à ce moment-là, l'ami de Satoshi fait irruption dans la classe et commence à le réprimander pour avoir manqué des cours de soutien alors que ses notes sont déjà faibles. Satoshi essaye de résister, mais le gars l'entraîne dehors, laissant Mayaka et Hotaro résoudre l'affaire. Cependant, Mayaka a des devoirs à la bibliothèque, donc elle passe des notes à Hotaro et s'en va aussi. Après cela, il ne reste plus qu'un peu de temps avant que Hotaro ne trouve la solution. Alors il invite Fuyumi dans la salle du club pour lui expliquer. Il dit qu'il n'y a aucun moyen pour le meurtrier d'entrer dans la pièce, sauf par la porte d'entrée, et que seule la victime avait la clé. Cela fait croire à Hotaro qu'il y avait un 7e personnage, comme Chao l'a suggéré. Et ce qui soutient cette théorie, c'est que Mayu cherchait un 7e acteur. Il souligne ensuite que les plans de l'étage étaient éclairés avec une lampe de poche, tout comme la porte, mais personne n'avait de lampe de poche. De plus, certains élèves ont même regardé directement dans la caméra pour reconnaître sa présence. De plus, la scène est coupée lorsque les élèves se dispersent pour chercher dans le manoir.
Donc Utaru pense que le caméraman a éteint la caméra, a pris la clé maîtresse, a commis le meurtre et est revenu avant que quiconque ne puisse voir. Fuyumi demande pourquoi le caméraman ne parle jamais à personne, et Utaru pense que c'est probablement pour montrer qu'il n'est proche de personne là-bas. Fuyuliumei demande alors « Qu'en est-il de la partie où il a dit que le coupable serait vu en prenant la clé aux personnes des étages supérieurs ?» Mais Utaru dit que ce n'est pas la fin du monde si un personnage voit le meurtrier. Ce qui compte, c'est que les spectateurs se posent des questions sur le mystère. À cela, Fuyuliumei dit qu'il a résolu le mystère et lui serre la main, lui disant qu'il a un talent spécial. Elle lui demande alors de donner un titre au film et Otaro choisit « Loin des yeux, loin du cœur ». Quelques jours plus tard, Otaro vient à l'école pour voir l'aperçu du film et joue la fin qu'il a suggérée. Ensuite, tout le monde est vraiment impressionné par la fin choquante, mais Mayaka l'écarte pour lui demander s'il a vraiment trouvé cette fin et il dit que oui. C'est alors qu'elle lui rappelle que sa fin n'inclut pas la corde demandée par Mayu et le monde de Otaro s'effondre en réalisant qu'il a fait une grande erreur. Ensuite, Bro se dévalorise d'avoir raté un élément si important. Et pour aggraver les choses, Satoshi le rencontre plus tard et lui dit que la fin ne correspondait pas à l'ambiance de l'histoire. Il explique que cette fin est classée comme un narrateur peu fiable, mais Mayu n'a appris le genre mystère que par Sherlock Holmes. Et un narrateur peu fiable n'est jamais utilisé dans les livres de Sherlock Holmes. Otaro devient nerveux et dit que tu dois avoir lu d'autres livres, mais tous deux savent que Otaro essaye de gérer la situation. Enfin, il rencontre Eiru, qui veut aussi lui parler. Alors qu'ils rentrent ensemble, elle dit aussi que cette fin n'est pas ce que voulait Mayu. Otaro est déjà frustré par ce que lui a dit Mayaka et Sato, alors elle l'invite au lit de la rivière où ils discutent tranquillement. Eiru dit qu'ils savent déjà que Mayu fait très attention aux détails et tout, et il est presque certain qu'elle avait une fin en tête en commençant à écrire l'histoire. On leur a dit qu'elle n'a pas pu la finir car elle est tombée malade, mais si c'était le cas, ils auraient pu demander à Kuroko de contacter Mayu car ces deux-là sont meilleurs amis. Cependant, puisque Kuroko était désireuse de trouver la vraie fin, cela signifie que Mayu n'est pas si malade. En réalité, elle a déjà écrit une fin, mais elle n'est pas sûre de la partager. Ce qui est étrange, c'est que tous les producteurs et acteurs sont très gentils avec elle. Donc, le vrai mystère est pourquoi elle n'a pas présenté sa propre fin à l'équipe. La fin que Otaro a imaginée était brillante, mais elle ne prenait pas en compte les sentiments de l'auteur original, c'est pourquoi elle semble vide. Plus tard dans la nuit, Otaro réalise qu'il n'a pas résolu le mystère, mais qu'il a plutôt créé sa propre fin, ce qui n'est pas ce qu'on lui avait demandé. La nuit, il ne parvient pas à comprendre où cela a mal tourné, alors il décide de lire un livre pour se détendre. Le livre parle des cartes de tarot décrivant les gens sous un autre angle, et cela donne une idée à Otaro. Le lendemain, il rencontre Fuyumei au café pour discuter du film et lui demande avec colère si elle l'a trompé pour qu'il devienne leur nouveau scénariste. Fuyumei admet que c'est vrai. Il sort alors les notes de Mayu qu'il a trouvées dans les livres de Sherlock et elle a marqué beaucoup d'histoires où aucun personnage ne meurt. Cela le conduit à croire que Mayu ne voulait pas que des personnages meurent et qu'aucun décès n'est mentionné dans le script. Sa théorie est que Fuyumi n'aimait pas le script original et a fait quitter Mayu, puis elle a fait écrire le script par d'autres et choisir celui qu'elle préférait. Alors que Fuyumi admet l'avoir manipulé, Otaro s'énerve et demande si tout ce discours motivant était aussi un mensonge. Fuyumi dit que oui, ce qui plonge Bro dans le désespoir. Le lendemain, Eiru pousse Otaro à lui dire la vraie fin. Il explique donc que Kanosu était bien celui qui a attaqué la victime. Cependant, dans l'histoire réelle, la victime ne meurt pas. Au lieu de cela, Kinosu l'a poursuivi et tous deux se sont retrouvés dans la pièce. La victime s'est alors protégée en se verrouillant à l'intérieur pour que personne ne la soupçonne, tandis que Kinosu utilisait la corde pour s'échapper dans la pièce au-dessus. Comme il y avait du verre brisé dans la pièce, la victime pouvait simplement prétendre qu'il avait été coupé par cela. Mais l'histoire a été modifiée pour la rendre plus dramatique, c'est pourquoi rien n'avait de sens. Ils ne savent toujours pas pourquoi Kanosu a attaqué le gars, ni pourquoi il lui a pardonné. Mais Eiru est satisfaite par cette fin, car elle semble être quelque chose que Mayu aurait écrite. Quelques jours plus tard, c'est la nuit avant le festival culturel. Et tandis que les autres membres du club des classiques l'attendent avec impatience, Otaro redoute chaque seconde qui passe. Le matin, Otaro se dirige vers l'école, quand sa sœur lui souhaite bonne chance, car elle soupçonne qu'il va avoir des problèmes au festival. À cela, Otaro lui demande avec moquerie de lui donner un porte-bonheur, alors elle lui lance un stylo et lui dit en riant de le jeter à la poubelle. Après ça, il va à l'école et croise Satoshi, qui est ravi de ce qui arrive. Il remarque même Mayaka en cosplay, mais quand il s'approche d'elle, elle a l'air triste. En atteignant le rez-de-chaussée bondé, il traverse et monte à l'étage où c'est beaucoup plus calme et Satoshi doit partir pour un travail. Les deux autres se dirigent vers la salle du club où Eiru est impatiente de vendre les anthologies, mais Mayaka se sent mal car elle devait commander 30 exemplaires, mais en a commandé 200. Juste au moment où Satoshi arrive déguisé en Saturne, Mayaka s'excuse pour l'erreur, mais les membres conviennent qu'ils sont tous responsables de ne pas avoir vérifié, ce qui rassure Mayaka. Ensuite,
ils élaborent un plan pour vendre les anthologies en demandant leur propre stand au festival. Eiru rencontrera la présidente du conseil des étudiants, Satoshi s'occupera du marketing et Otaro tiendra le fort. Plus tard, lorsque le festival commence, Eiru quitte la cérémonie pour trouver la présidente, mais se laisse distraire par tous les stands différents. Finalement, elle arrive au bureau où elle croise Tanabe. Quand elle lui demande s'ils peuvent avoir un espace de stand, Tanabe dit que tous les emplacements sont occupés. Eiru devient triste et s'apprête à partir, mais il lui dit qu'elle peut demander aux autres exposants de vendre leur anthologie, ce qui lui remonte instantanément le moral. Pendant ce temps, Maya se dirige vers le club de manga pour ses tâches, mais elle se sent bizarre car elle n'est pas à l'aise avec son cosplay peu élaboré. Juste à ce moment-là, le président du club arrive et Mayaka est sur le point de demander si elles peuvent vendre des anthologies ici, mais elle n'arrive pas à dire quoi que ce soit. Pendant ce temps, Otaro est exactement là où il veut être, loin du bruit et des gens. Juste à ce moment-là, un personnage de l'univers cyberpunk entre dans la salle du club, se demandant ce qu'ils vendent. Otaro est choqué de le voir et lui parle des anthologies, alors le gars accepte d'en acheter une. Son regard se pose ensuite sur le stylo que Otaro a reçu de sa sœur, et le gars dit qu'il en a besoin pour compléter son costume. En échange, il donne à Otaro un pass doré pour son défilé de mode, mais Otaro le rejette car sa batterie sociale est en mode économie d'énergie. Pendant ce temps, Eiru est repérée par un élève qui lui demande de devenir leur modèle, alors elle se retrouve en tenue de soubrette, à poser pour des photos. Pendant ce temps, l'école organise un jeu questionnaire, et Satoshi décide d'y participer aussi. Le gars réussit à se qualifier pour la finale, et en profite pour promouvoir le club des classiques. Il dit aussi que son club a réussi à résoudre le mystère de l'Ioka, et cela attire l'attention de tout le monde. Lorsque l'intervieweur lui demande de tout révéler, il dit à tout le monde d'acheter leur anthologie s'ils veulent connaître la vérité. Pendant ce temps, Eiru revient dans la salle du club avec des dizaines de prix qu'elle a gagnés au stand et dit à Otaro qu'ils peuvent demander de l'aide aux autres clubs. Quand Otaro lui parle de la pub de Satoshi, elle décide de faire son propre travail en demandant au club de journalisme d'écrire à leur sujet. En partant, Otaro aperçoit une enveloppe photo dans sa pile. Pendant ce temps, Eiru demande à Togeto d'écrire à leur sujet, mais Bro dit qu'il ne peut le faire que si elle trouve quelque chose d'intéressant. Sur le chemin du retour, Eiru croise une vieille amie nommée Kao, qui l'invite à son coin de divination. À l'intérieur, Eiru demande à Kao de lire les tarots, mais elle dit qu'elle ne peut pas car quelqu'un a volé la carte de la roue de la fortune et a laissé une note signée par Jumanji, le nom de famille de Kao. Une autre note dit que la carte sera rendue après le festival, et le guide du festival était ouvert à la dernière page, qui liste les noms des clubs participants. Eiru lui demande ce que cela signifie, et Kao dit que c'est ce qu'elle veut qu'elle découvre. Pendant ce temps, la compétition de quiz se termine, et Satoshi finit à égalité pour la deuxième place avec son ami Tani, qui révèle que des pierres fantômes de son club ont été volées. Le voleur a laissé une note comme ils l'ont fait pour Kao, mais Satoshi n'y pense pas beaucoup et décide de sortir, seulement pour que Tani le défie à un combat de cuisine demain. Après son départ, Satoshi se demande ce que fait Otaro, sans savoir que Bro a mis la main sur les photos de mannequinat d'Eiru, et c'est assez de matériel pour lui durer toute une vie. Juste à ce moment-là, un autre client arrive pour acheter l'anthologie, et Otaro lui fait remarquer que sa fermeture éclair est cassée. Il retire ensuite l'épingle de sûreté du pass du défilé de mode et la remet au client. Et en signe de gratitude, le gars lui donne son pistolet à eau. Pendant ce temps, Mayaka est dans son club à vendre des critiques de manga. Mais en raison d'un manque de clients, l'un des membres commence à dire que la plupart des mangas sont ennuyeux et que personne ne veut les lire. Au début, Mayaka hésite à dire quoi que ce soit, mais elle finit par exploser et promet d'apporter un manga qu'elle adore pour prouver qu'elle a tort. Juste à ce moment-là, elle se retourne pour voir un afflux de clients attirés par son enthousiasme, ce qui lui fait réaliser qu'elle ne pourra pas vendre l'anthologie ici. À la fin de la journée, tous les membres se rassemblent dans la salle du club. Et quand Satoshi mentionne qu'il participe au concours de cuisine, Mayaka lui dit que c'est une équipe de 3 personnes, alors il demande à Mayaka et Eiru de le rejoindre. Après qu'elles aient toutes deux accepté, Eiru se lève pour rassembler ses affaires, seulement pour réaliser que Otaro a vu ses photos de mannequinat, les laissant toutes deux embarrassées. Plus tard, Mayaka cherche le manga qu'elle est censée apporter, mais elle ne semble pas le trouver. Le lendemain, elle s'excuse auprès de son club de ne pas avoir apporté le manga, mais il semble indifférent. Le président lui demande simplement d'aider avec les affiches. Plus tard, elle croise Satoshi et lui dit qu'elle ne pourra peut-être pas participer au concours de cuisine, mais Satoshi propose de décaler leur créneau à la fin. Tanabe lui dit que d'autres clubs ont aussi signalé des anomalies similaires, et Satoshi sourit en réalisant que son club a maintenant un mystère à résoudre. Pendant ce temps, Eiru s'approche de Fuyumei et lui demande de l'aide pour vendre les anthologies, et Fuyumei accepte d'en prendre 20. Elle lui donne même des conseils pour convaincre les autres. Pendant ce temps, 2 Goofies arrivent dans la salle du club pour vendre des cookies, intrigués par le pistolet à eau.
Ne voulant pas s'en occuper, Otaro propose de l'échanger avec une anthologie contre un sac de cookies. Ils acceptent avec joie, et après leur départ, Otaro met 200 dans la caisse de son propre poche. Au concours de cuisine, Sadoshi attend Mayaka quand Tani arrive avec le chef pro de son père. Peu après, les règles sont annoncées, et un seul cuisinier par équipe est autorisé dans la cuisine à la fois. Sadoshi est le premier de son équipe à entrer, et il réussit à préparer les ingrédients dans les 20 premières minutes. Ensuite, Eiru prend le relais et canalise son Gordon Ramsay intérieur pour gérer le reste. À la fin de ces 20 minutes, c'est le tour de Mayaka, mais elle est encore dans la salle du club de manga. Elle termine à temps et court à travers la foule pour arriver au concours de cuisine. Mais quand elle y arrive, tout le monde a déjà pris tous les ingrédients. Il ne lui reste qu'un oignon et quelques légumes. Et pendant qu'elle réfléchit à ce qu'elle pourrait faire, Hiru entend soudain quelqu'un appeler Satoshi. Satoshi demande à l'annonceur de se taire un moment, et quand il le fait, ils entendent Otaro appeler Satoshi sous la fenêtre. Une fois là, Otaro lance le sac de riz par la fenêtre, et Satoshi l'attrape pour l'apporter à Mayaka. Avec 7 minutes restantes, Mayaka verrouille le F. Et même sans louche, elle termine un plat à la dernière seconde. Plus tard, Otaro entend l'annonce que le club des classiques a gagné depuis la salle du club. Mais même alors, Mayaka n'est pas contente car son plat était mal cuit. Juste à ce moment-là, les juges arrivent et s'excusent pour la louche manquante, seulement pour qu'Eiru soulève le plateau et trouve une note du voleur disant qu'il a pris la louche. Peu après, il retourne dans la salle du club et Eiru remercie Otaro pour son aide. Ensuite, elle lui montre la note laissée par le voleur et en voyant son visage, Bro réalise qu'il est dans le pétrin. Satoshi s'y met aussi et lui dit que cela est arrivé à beaucoup d'autres clubs. Mais Satoshi dit qu'ils ne peuvent pas se laisser distraire, car ils doivent vendre les anthologies. Satoshi soutient que leur tactique ne fonctionne pas de toute façon, donc ils peuvent résoudre ce mystère et le transmettre au club de journalisme pour qu'ils en parlent. Satoshi ne veut toujours pas le faire car il y a 1000 étudiants ici, et il est presque impossible de trouver le voleur. Cependant, après avoir vu que Eiru est triste, il demande à Satoshi de lister les clubs touchés. Il révèle qu'il s'agissait des clubs de Go, d'acapella, de cuisine et de voyance. Otaro reconnaît immédiatement que c'est l'ordre alphabétique dans l'alphabet japonais. Immédiatement, Satoshi appelle le club de jardinage, qui est le suivant sur la liste, et confirme qu'un de leurs pistolets à eau a été volé. Otaro voit alors la signature Jumanji sur les lettres et l'épelle pour ses amis. Ils sont choqués d'apprendre que cela fait 10 lettres et que le club classique est la dernière cible. Eiru court immédiatement pour informer le club de journalisme et Satoshi commence à agir étrangement avant de partir aussi. En atteignant le club de journalisme, Hiru essaye de se rappeler les conseils de Fuyumei sur la persuasion. Pendant ce temps, Otaro et Mayaka discutent de la motivation de Jumanji à suivre l'alphabet. Mayaka lui demande s'il s'y intéresse. Otaro répond que non, il le fait juste pour ne pas être dérangé par Eiru. Elle s'apprête à partir, mais Otaro lui dit qu'elle doit lui donner quelque chose en échange du sac de riz, alors elle lui offre un miroir. Alors que le spectacle du club de magie commence, Satoshi remarque qu'une des bougies manque déjà, et il se sent idiot de ne pas avoir fait attention. Pendant ce temps, Mayaka est dans son club, harcelé par les membres seniors pour ne pas avoir apporté le manga promis. Il pense que c'est un manga ennuyeux comme les autres, mais le président revient et leur dit de se taire, ce qui n'arrange rien. Mayaka décide de faire une pause, mais juste au moment où elle s'apprête à pleurer sur le balcon, une autre membre nommée Yu Waseo arrive pour la réconforter. Elle lui dit aussi qu'elle est amie avec la co-auteure du manga que Mayaka voulait apporter, ce qui choque Mayaka. Elle lui explique que l'auteur travaillait sur un autre manga, mais qu'elle a changé d'école en cours de route. Pendant ce temps, le club de journalisme termine son brouillon sur Jumanji, concluant qu'ils frapperont le club des classiques ou le club des artisans le dernier jour du festival. À la fin de la journée, Otaro et ses amis se rassemblent dans la salle du club pour partager leurs avancées. Et Mayaka est la seule à se sentir mal à cause de ses problèmes personnels. La nuit, Eiru admet qu'elle est épuisée par son travail de marketing. Et Satoshi se dit qu'il attrapera Jumanji avant d'atteindre le club des classiques. Le lendemain, il arrive tôt au festival pour attraper le voleur avec d'autres détectives. En attendant dans la salle du club, dont le nom commence par la lettre K, Tani reçoit un message disant que le club de musique légère a été touché à la place. À cela, Satoshi est choqué, car il ne s'attendait pas à ce que le voleur passe de la lettre K à la lettre M. Pendant ce temps, dans la salle du club, Otaro examine la récente augmentation des ventes quand sa sœur lui rend visite. Après l'avoir agacée, elle achète une anthologie et remarque ensuite le miroir. Otaro dit alors qu'il l'a échangé contre le stylo cassé qu'elle lui avait donné.
Elle prend le miroir et lui donne à la place un manga Dead at Dusk, et c'est le même que Mayaka cherche depuis 2 jours. Elle s'en va, et alors qu'Otaro lit les notes d'ouverture du manga, il réalise que c'était un simple projet scolaire, devenu viral, car aussi bon qu'Attack on Titan. L'équipe derrière Dead at Dusk a promis une autre histoire intitulée Kudrivka's Order lors de cette foire, ce qui éveille la curiosité d'Otaro. Pendant ce temps, Eiru rencontre Yoshino, le responsable du club de radio, qui lui demande avec enthousiasme de faire une interview avec eux au sujet de Jumanji. Elle accepte avec joie, mais tout ce marketing l'épuise. Quand elle retourne dans la salle du club, Satoshi lui dit que Jumanji a rompu son schéma alphabétique et qu'ils doivent repenser leur approche. Juste à ce moment-là, Otaro finit de lire Dead at Dusk et admet que c'est vraiment très bon. En voyant la couverture, Eiru réalise qu'elle l'a déjà vue, mais Otaro n'est pas prêt à la laisser l'entraîner dans une autre enquête. Cependant, elle se penche sur lui pour attraper le manga, et Bro abandonne en voyant ses plans. Elle aperçoit alors une affiche à l'intérieur qu'elle a vue dans la salle de conférence, alors elle décide d'y aller. Malheureusement, la robe de Mayaka est éclaboussée de peinture, ce qui ruine son humeur. Elle se change et s'apprête à rentrer chez elle quand elle croise Haru, qui lui montre le manga qu'elle cherchait. Mayaka est choquée, mais Eiru pense que l'illustrateur de Dead at Dusk est là car elle a vu l'affiche sur le panneau d'affichage. Une fois sur place, Mayaka confirme que l'affiche est dessinée par l'auteur de Dead at Dusk, alors il demande à Hanabe qui l'a dessinée. Il dit que c'était le président du conseil des étudiants, Kugayama, et Mayaka est excitée car elle connaît maintenant à la fois l'auteur et l'illustrateur de son manga préféré. Elles se précipitent toutes les deux avec enthousiasme vers la salle du club pour raconter aux garçons, après quoi Eiru révèle qu'elle a une interview avec le club de radio. Pendant que les autres la félicitent, Otaro se demande pourquoi sa sœur lui a donné ce manga et si c'est lié à Jumanji. Soudain, il réalise quelque chose, mais il ne veut pas qu'Eiru le sache encore. Il demande donc à parler à Satoshi en privé. Ils sortent où Otaro dit que l'équipe derrière Dead at Dusk a promis un nouveau manga cette année. Il pense que les vols sont en fait un coup monté pour ce manga, mais il essaye encore de comprendre. Satoshi le laisse alors réfléchir. Plus tard, Eiru rejoint le club de radio pour l'interview, et en se présentant, elle se cogne la tête contre la table, produisant un bruit sourd qui se fait entendre sur le campus. Cependant, elle se reprend rapidement en affirmant avec confiance qu'ils ont une équipe de Temu Sherlock Holmes qui attrapera Jumanji car ils ont déjà résolu le mystère de Hyoka. Elle demande ensuite à tout le monde de consulter leur anthologie s'ils veulent connaître la vérité sur Hyoka. En quelques minutes, le club des classiques est rempli de clients. Les anthologies sont presque épuisées, mais il n'y a aucun signe de Jumanji. Tout le monde pense que c'était une tactique pour attirer des clients. Juste à ce moment, le téléphone de Sadoshi sonne et distrait tout le monde avant qu'une petite explosion ne brûle des papiers dans la pièce. Sadoshi éteint rapidement le feu et Mayuk trouve la note de Jumanji dans le tas, les laissant tous déprimés. À la fin de la journée, Fuyumei rencontre Eiru et lui remet une enveloppe pleine d'argent, disant qu'elle a vendu les 20 anthologies. Eiru la remercie pour l'aide et les conseils, mais Fuyumei lui demande de ne plus essayer de manipuler, car ce n'est pas fait pour elle. Eiru admet cela, disant qu'elle est épuisée et a besoin d'une pause. Pendant ce temps, Satoshi croise Tani, qui se moque de lui pour ne pas avoir attrapé Jumanji. Mais après son départ, Satoshi s'énerve à ce sujet. En effet, plus tôt, il avait suivi Otaro jusqu'au parking, où il a vu Otaro accuser Tanabe d'être Jumanji. Tanabe a d'abord fait l'innocent, mais Otaro savait qu'il faisait partie des 3 artistes ayant travaillé sur Dead at Dusk à cause de leur nom commun. Tanabe a ciblé des clubs dont les noms figuraient dans le guide, sauf pour la lettre K. Tous les notes de Tanabe utilisaient le mot perdu au lieu de voler, et en sautant la lettre K, il a créé un message disant que quelqu'un dont le nom commençait par K avait perdu quelque chose d'autre commençant par K. Comme les commandes de Kugayama et Kudryavka correspondaient à ce schéma, Otaro a conclu que Tanabe voulait que Kugayama pense avoir perdu le script et se sente coupable. Tanabe a finalement avoué, laissant Satoshi une fois de plus submergé par le génie de Otaro. Otaro a ensuite profité de l'occasion pour pousser Tanabe à acheter les anthologies restantes et l'a même aidé à planifier son dernier vol en utilisant du sodium et de l'eau pour déclencher un feu pendant que le téléphone de Satoshi servait de distraction. Pendant ce temps, Satoshi sombre dans la dépression à cause de l'écart entre lui et Otaru, tandis que Mayaka essaie de le remonter. Après que Kugama ait clôturé le festival avec un discours, Mayaka offre à Ayaka un exemplaire de Dead at Dusk. Ayaka révèle qu'elle connaissait l'auteur du manga et a arrêté de lire par jalousie, car son amie, malgré son absence d'expérience en manga, a créé quelque chose de bien meilleur que tout ce qu'elle avait fait. Elle en veut aussi à son amie d'avoir quitté l'école et coupé les contacts. Plus tard, Mayaka voit le logo d'un manga appelé Body Talk dessiné sur une rambarde et réalise qu'Ayaka en est l'auteur. Se rappelant qu'elle-même trouvait le manga médiocre, Mayaka craque, comprenant enfin la douleur qu'Ayaka a dû porter tout ce temps. De retour dans la salle du club, Eiru célèbre le succès de l'anthologie,
mais Otaro reste concentré sur les mots de Tanabe. Il s'avère que Kugayama n'a jamais perdu le script pour la commande de Kudryavka. Il n'a tout simplement jamais pris la peine de l'adapter, car le manga n'a jamais été sa passion. La vraie frustration de Tanabe était que le projet secondaire décontracté de Kugayama surpassait le travail auquel il s'était consacré. Utaru réalise alors que le message caché n'était pas que Kugayama avait perdu le script pour la commande de Kudryavka, mais plutôt « Kugayama, as-tu même lu le script pour la commande de Kudryavka ?» Avec seulement 4 anthologies restantes, les membres du club achètent les copies restantes et célèbrent. Eiru parle avec enthousiasme de la résolution du mystère de Jumanji, seulement pour que Satoshi révèle que Otaro l'a déjà résolu, la rendant encore plus impatiente d'entendre la réponse. Quelques jours plus tard, Otaro et ses amis traînent dans la salle du club quand un hélicoptère passe, et Otaro se souvient de son professeur nommé Ogi, qui les appréciait. Il demande à Satoshi s'il se souvient de Monsieur Ogi, et Satoshi dit qu'il s'en souvient, mais il ne savait pas qu'Ogi aimait les hélicoptères. Otaro demande à Mayaka si elle sait quelque chose à ce sujet, et elle dit aussi qu'elle n'en a jamais entendu parler, ce qui semble étrange à Otaro car selon lui, tout le monde savait qu'Ogi aimait les hélicoptères. Il essaye de lui rafraîchir la mémoire en se rappelant d'un jour où Monsieur Ogi a interrompu le cours pour regarder un hélicoptère s'envoler, et Mayaka se souvient que cela s'est produit une fois. Satoshi est toujours confus car cette fois-là, des hélicoptères militaires ont survolé l'école, mais Ogi n'a pas réagi. À cela, Otaro pense que l'un d'eux se trompe car c'était il y a 3 ans. Mais Satoshi poursuit la conversation en ajoutant qu'Ogi prétendait avoir été frappé par la foudre 3 fois. Alors que les autres sont choqués, Satoshi révèle qu'Ogi avait des marques de brûlure sur tout le corps, mais Otaro ne se souvient pas d'avoir vu de marques. Il note aussi que leur ville ne connaît pas beaucoup d'orages, ce qui le conduit à penser qu'Ogi mentait. Pour le découvrir, il demande à Mayaka s'il y a de vieux journaux à la bibliothèque. Mais quand elle dit non, il décide de rentrer chez lui. Avant de partir, il leur dit qu'il se rend à la bibliothèque publique, et ils sont les bienvenus pour se joindre à lui. En entendant cela, ses amis sont si choqués qu'ils commencent à demander à Otaro s'il est possédé par un extraterrestre. Il leur dit qu'il est juste curieux, mais Eiru s'excite car elle pense que cela doit être intéressant si cela rend même Otaro curieux. Malheureusement pour Otaro, Satoshi et Mayaka ne peuvent pas l'accompagner. Il se retrouve donc coincé avec Eiru et son enthousiasme insupportable. Elle arrive sur son vélo et lui propose un tour, et Otaro ne peut pas s'imaginer sur le même vélo qu'elle. Il lui dit d'attendre. Après son départ, Otaro se rend à la bibliothèque et remarque que les montagnes empêchent les nuages de pluie d'atteindre leur ville. En arrivant, il apprend que Eiru a déjà trouvé des vieux journaux mentionnant le nom d'Ogi. D'après ce journal, Ogi était un alpiniste qui a dirigé une activité civique pour nettoyer un chemin sur la falaise d'Obumi. Intrigué, Otaro demande à la réceptionniste de chercher des journaux d'il y a 3 ans avec le mot-clé « accident » et elle trouve 12 articles. En attendant, Eiru regarde plusieurs livres et les montre avec enthousiasme à Otaro. Peu après, ils reçoivent un dossier sur l'incident. D'après l'avis d'Ogi en tant qu'alpiniste, il semble probable qu'il ait été frappé par la foudre 3 fois. Il est presque certain qu'Ogi n'était pas intéressé par les hélicoptères. Il reste à comprendre pourquoi il a arrêté la conférence pour observer cet hélicoptère précis. Otaro pense qu'Ogi le regardait pour s'assurer qu'il passait au-dessus de la montagne sans être frappé. L'hélicoptère, ce jour-là, a réussi à passer, mais quelques jours plus tard, un autre hélicoptère n'a pas eu cette chance et 2 personnes sont mortes dans un accident. Le mystère résolu, ils rentrent chez eux, mais Eiru ne comprend pas pourquoi Otaro s'est investi là-dedans. Otaro explique qu'il a dit par hasard qu'Ogi aimait les hélicoptères alors que la vérité était bien plus sombre. Il a donc mené cette enquête pour ne pas paraître insensible. À cela, Eiru est choquée et reconnaissante, car elle n'a jamais vu ce côté de Otaro. Quelques jours plus tard, Otaro traîne au club, et Eiru lui dit que les funérailles de l'oncle Jun se sont bien passées. Elle dit ensuite qu'elle prévoit de visiter la tombe et veut qu'il l'accompagne, ce à quoi Otaro accepte. Elle le remercie aussi d'avoir résolu le mystère de Hyuka, mais il dit que n'importe qui peut utiliser la logique et le raisonnement. Elle soutient que cette compétence en soi le rend assez talentueux. Otaro est déterminé à prouver que n'importe qui peut résoudre un mystère avec suffisamment de données. Excitée, Eiru cherche un nouveau mystère jusqu'à ce qu'elle entende l'annonce et demande à Otaro de le résoudre. Otaro accepte et décide de penser à voix haute. Alors elle écrit l'annonce dans son journal, disant que quiconque faisait des courses au Kobundo près de la gare le 31 octobre doit se présenter à Shiba au bureau. Kobundo est une papeterie près de la gare tenue par un couple âgé, et Shiba est le directeur adjoint de leur école. Juste au moment où Otaro commence à travailler, Eiru se penche vers lui pour jeter un œil, mais ils détournent tous deux le regard en réalisant leur erreur. Après qu'elle s'est assise, Otaro note que
Contrairement à la plupart des annonces qui sont répétées, celle-ci n'a été dite qu'une seule fois. De plus, Shiba semblait paniqué et a annoncé cela après les cours, car il devait avoir des affaires privées à discuter. Leur bureau est au 2e étage, mais Shiba a demandé l'élève dans son bureau, qui est au 1er étage. Cela fait penser à Eiru que l'élève a fait quelque chose de louche. Mais pour le confirmer, ils doivent vérifier si des policiers sont présents à l'école. Eiru pense que le coupable a dû voler quelque chose et a été vu, mais cela ne tient pas car Shiba ne connaît pas l'identité de l'élève et ils espèrent le prendre par surprise. Hotaro remarque aussi que le 31 octobre était hier. Mais il serait facile de dire hier au lieu du 31 octobre dans l'annonce, sauf si on lit un papier devant soi qui liste la date du crime. Cependant, s'ils savaient qui c'était, ils appelleraient simplement le coupable par son nom. Cependant, Hotaro pense que l'élève a reçu ce billet d'un adulte, donc il n'a pas pu rétorquer et a décidé de l'échanger au magasin de fourniture, se sentant coupable après. Eiru accepte enfin sa théorie et est impressionné qu'il ait réussi à aller si loin avec une seule annonce. Le lendemain, Hotaro lit dans le journal qu'une personne a été arrêtée pour contrefaçon, ce qui lui fait réaliser que sa théorie était correcte. La veille du Nouvel An, Hotaro et Eiru se retrouvent enfermés dans un abri, mais comment ils en sont arrivés là est une autre histoire. Plus tôt dans la journée, Eiru appelle Hotaro et lui demande de venir au sanctuaire où Mayaka travaille à temps partiel. Incapable de lui dire non, il se retrouve à l'attendre au sanctuaire quelques heures plus tard. Puis, Eiru arrive, ressemblant à une vraie beauté, et le laisse sans voix. En marchant vers le sanctuaire, elle lui demande ce qu'il a fait de sa journée, et il répond qu'il a pratiqué à être un poids mort comme d'habitude. Ils prient tous les deux au sanctuaire avant d'entrer, où ils rencontrent le prêtre, qui gagnerait des millions avec un OnlyFans. Après lui avoir remis un cadeau du père d'Eiru, celle-ci révèle que le prêtre est KO de la classe 1B. Hotaro est choqué qu'ils soient dans la même classe, ce qui les fait tous les deux rire de son ignorance. Ensuite, il rencontre Mayaka, qui révèle qu'elle vend des fortunes tout en s'occupant des objets perdus. Eiru décide de tirer une fortune et obtient le numéro 10, qui lui apporte une grande chance. Hotaro essaie aussi et obtient le 16, qui lui apporte de la malchance. Plus tard, Kao leur dit que quelqu'un a renversé un pot et qu'ils doivent refaire la soupe et le saké. Eiru propose de les aider. Alors elle lui demande d'apporter du saké d'un entrepôt voisin. Hotaro l'accompagne, mais en entrant, il a du mal à localiser le saké car il fait sombre. Jusqu'à ce que Eiru lui fasse remarquer qu'ils sont au mauvais endroit. Quand ils essaient de sortir, ils réalisent que quelqu'un a verrouillé la porte de l'extérieur. C'est ainsi qu'ils se retrouvent enfermés et gelés. Quand Hotaro essaye de crier à l'aide, Eiru l'arrête car les gens pourraient penser qu'il faisait des choses inappropriées, ce qui nuirait à la réputation de sa famille. Les seules personnes qui comprendraient sont Kao et Mayaka, mais il n'y a aucun moyen de les contacter car ils n'ont pas de téléphone portable. Juste à ce moment-là, il remarque un employé ramassant un objet à l'extérieur de l'abri et l'emportant à Mayaka car elle s'occupe des objets trouvés. Voyant cela, Hotaro suggère de faire un trou et de laisser tomber quelque chose qui leur appartient pour que Mayaka le reconnaisse et vienne les aider. Ils finissent par laisser tomber le mouchoir d'Eiru, et alors qu'un employé l'apporte au bureau, Satoshi arrive et rencontre Mayaka. Quand elle lui montre le mouchoir et dit qu'il ressemble à celui d'Eiru, Satoshi dit qu'ils peuvent lui demander une fois qu'elle sera revenue. Après avoir attendu un moment, Hotaro laisse aussi tomber son portefeuille, et Mayaka le reconnaît immédiatement, mais elle ne réalise toujours pas qu'il pourrait avoir des problèmes. Eiru suggère alors de crier à l'aide car leur santé est plus importante qu'une réputation. Mais Hotaro réalise soudain que Satoshi est là et qu'il peut faire quelque chose pour lui faire comprendre. Il demande de la ficelle et après avoir échoué à en trouver, Eiru lui propose une de sa ceinture, mais cela ferait que son kimono se dénouerait. Hotaro refuse immédiatement car il ne veut pas voir ses dessous pour l'instant. Il fait ensuite un trou dans le plafond car il se souvient que la banderole à l'extérieur avait une ficelle attachée. En l'attachant au sac d'Eiru, il le laisse tomber à l'extérieur. Et quand Satoshi le voit, il réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. En courant vers l'abri, Hotaro dit à Eiru que lier un sac avec une ficelle signifie que quelqu'un est piégé, et c'est basé sur une ancienne histoire. Lui et Satoshi ont regardé un film basé là-dessus juste aujourd'hui, donc Satoshi reconnaîtrait l'appel à l'aide. Juste à ce moment-là, Satoshi ouvre la porte et leur souhaite une bonne année, tandis que Hotaro a froid aux fesses. Il y a un an, Mayaka a avoué ses sentiments à Satoshi le jour de la Saint-Valentin en lui faisant des chocolats, mais ils se sont révélés plutôt mauvais. Et quand Satoshi le lui a fait remarquer, elle s'est fâchée et a juré de faire les meilleurs chocolats l'année suivante. Actuellement, la Saint-Valentin approche, et Mayaka a du mal à préparer des chocolats pour Satoshi. La voyant dans le désespoir, Eiru lui propose de l'emmener dans un magasin pour acheter des ingrédients, et Mayaka lui demande de ne pas en parler à Satoshi. Elle dit aussi à Hotaro de garder le secret, et Hotaro promet de ne rien dire.
Après l'école, il retrouve Satoshi à l'arcade et est défié à un jeu. Hotaro finit par battre Satoshi et il est choqué de voir que Satoshi apprécie le jeu au lieu de se frustrer comme avant. Le lendemain, Satoshi trouve une boîte de chocolat devant sa chambre et c'est de sa sœur, qui sait qu'il est trop ennuyeux pour obtenir un vrai rendez-vous. Frustré, il donne un coup de pied à la boîte et se dirige vers l'école, où il croise Eiru. Elle lui dit que Mayaka a réussi à faire des chocolats pour Satoshi, mais elle a des devoirs de club toute la journée. Elle laissera donc la boîte au club de classique pour Satoshi. Juste à ce moment-là, elle devient timide et dit à Hotaro qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et il retient son souffle pensant qu'elle va se confesser. Cependant, Eiru se dégonfle et propose d'aller en cours. Plus tard, alors que Hotaro est à la bibliothèque, elle entre avec Satoshi et Hotaro pense qu'elle va lui poser une autre énigme. Cependant, elle révèle qu'elle a laissé la porte du club ouverte pendant 5 minutes et que quelqu'un a volé les chocolats. Choqué, Hotaro accepte d'aider. En se rendant au club, il voit un gars en train d'afficher un poster. Il demande si c'est droit, mais Satoshi dit qu'il l'a baissé trop bas avant de partir. Une fois dans la salle du club, Eiru dit qu'elle et Satoshi ont déjà cherché partout. Hotaro décide donc de demander au gars du poster s'il a vu quelqu'un. Cependant, il leur dit qu'ils étaient les seuls 3 à passer depuis qu'il est là. Cela signifie que le coupable est toujours sur place et que seules les personnes du club d'astrologie sont là. Ils leur rendent visite et demandent à une membre nommée Sawa si quelqu'un a quitté la pièce, et elle désigne 3 membres, Naka, Yoshi et Oda. Cependant, Sawa se défend et dit qu'aucun d'eux n'a ramené de chocolat, donc ils devraient chercher ailleurs. Eru ne peut pas rester tranquille et part chercher, mais elle revient les mains vides. Peu après, Mayaka revient et demande à Satoshi comment étaient les chocolats, et Eru doit lui dire ce qui s'est passé. Elle est blessée, mais leur dit que ça va et s'en va. Mais Eiru refuse d'abandonner car elle sait combien d'efforts elle a mis pour faire ses chocolats. Hotaro essaye de l'arrêter, mais remarque des larmes dans ses yeux. Il lui dit donc de rentrer chez elle et qu'il s'assurera que Satoshi reçoive les chocolats. Faisant confiance à Hotaro, Eiru rentre chez elle, et après avoir attendu un peu, les garçons décident de partir aussi. En chemin, Hotaro demande à Satoshi de lui passer son sac, et une fois qu'il le fait, Hotaro le lui rend en disant qu'il a tenu la promesse faite à Eiru. Hotaro pense que Satoshi a pris les chocolats, car quand ils ont croisé le gars du poster, Satoshi lui a dit qu'il l'avait baissé trop bas, ce qui signifie qu'il était déjà passé par là. Et comme le chocolat ne tenait pas dans son sac, il l'a écrasé pour le faire tenir. Hotaro lui demande alors de s'expliquer, mais quand Satoshi dit que c'était une blague, Hotaro promet de lui mettre un coup pour avoir blessé Eiru et Mayaka. Satoshi révèle alors qu'il avait l'habitude d'être très sérieux, mais cela devenait fatigant. Il s'est donc forcé à devenir plus détendu. Le seul problème, c'est que Mayaka l'aime, et s'il accepte ses avances, il retournera en mode sérieux. Pendant ce temps, Eiru rejoint Mayaka, qui s'excuse immédiatement, disant qu'elle sait qui a pris le chocolat. Elle dit ensuite la vérité à Eiru, et elles sont toutes les deux en colère contre Satoshi pour être un idiot insensible. Mais ce qui est pire, c'est que Mayaka l'aime toujours. Pendant ce temps, Hotaro dit à Satoshi d'arrêter d'être une mauviette et de parler à Mayaka, et il promet de lui donner une réponse très bientôt. Plus tard, Hotaro appelle Eiru pour lui faire savoir qu'il a donné les chocolats à Satoshi. Et sachant ce qu'elle sait, elle se sent flattée, car Hotaro a non seulement résolu l'affaire, mais a aussi veillé à ne pas dénoncer Satoshi. Pendant ce temps, Satoshi appelle Mayaka et lui demande de le rencontrer, tandis que Hotaro mange le chocolat que sa sœur lui a laissé ce matin. Quelques semaines plus tard, Eiru appelle Hotaro et lui dit que sa famille organise un festival Hina dans un sanctuaire, et elle veut qu'il porte son parapluie. Encore une fois, il ne peut pas lui dire non, et elle crie d'excitation, lui explosant les tympans. Ce soir-là, Hotaro fait du vélo jusqu'au point de rendez-vous, et est choqué par la beauté des cerisiers en fleurs. Il passe ensuite devant un pont avec un panneau de construction, et le travailleur là-bas lui dit que le pont sera fermé dans quelques minutes. En passant, il atteint le lieu du festival, et il se retrouve coincé avec des vieux qui courent partout pour les préparatifs. Cependant, quand l'un d'eux demande à un autre s'ils ont obtenu un permis pour retarder la construction du pont, Hotaro dit que la construction a déjà commencé. Choqué par cela, les vieux envoient l'un d'eux vérifier, et il confirme que le pont est en construction. Le gars en charge jure qu'il a appelé l'entreprise pour suspendre la construction, mais quelqu'un d'autre les a rappelés et leur a dit de reprendre le travail. Néanmoins, ils doivent planifier un nouveau chemin pour le festival. Alors qu'ils réfléchissent, un gars nommé Kunari propose de prendre le pont Toji. Juste à ce moment, une servante arrive et demande Hotaro. Elle l'emmène dans la salle de maquillage où Hiru se fait maquiller et lui demande de lui expliquer le problème. Une fois qu'il a fini, elle lui donne un message et lui demande de le transmettre au vieux. Donc il décide de changer de route depuis le pont Toji. Peu après, Hotaro s'habille en porteur de parapluie. Mais alors qu'il a froid, Eiru arrive déguisé en poupée et le réchauffe. Bro est tellement fasciné par sa beauté qu'il commence à avoir des vertiges et réalise qu'il aurait dû éviter cet endroit. À chaque instant, son état s'aggrave
et il devient de plus en plus curieux de voir Heiru de face. À la fin de sa marche, il retrouve Satoshi et Mayaka, qui lui disent qu'il avait l'air drôle dans ce costume. Après s'être moqué de lui, Satoshi part chercher une glace, et Mayaka profite de ce moment pour remercier Otaro pour ce qu'il a fait le jour de la Saint-Valentin. Otaro dit qu'il a failli frapper Satoshi, et Mayaka dit que Satoshi lui a dit, ce qui le choque. Ensuite, Otaro croise Fuyume, qui était aussi l'une des poupées, et elle lui demande s'il sait ce qui s'est passé au pont Shokyu. Il dit qu'il n'en a aucune idée, mais Fuyume dit qu'elle s'attendait à ce qu'il soit le premier à résoudre le mystère. Ce soir-là, pendant que les autres mangent, Otaro s'assoit sur le porche et est rejoint par Hiru, qui est impatiente de savoir pourquoi le pont Shokyu était fermé. Otaro dit qu'il a une idée vague, alors elle propose d'écrire sur leurs mains et de voir si leurs réponses correspondent. Ils écrivent tous les deux le nom de Kunari sur leurs mains, et Otaro se souvient que Kunari lui a dit que le festival de cette année serait unique. Cela n'avait pas de sens pour Otaro car le festival a lieu chaque année, mais maintenant ça l'est. Heiru ajoute que Kunari est photographe, donc il pense qu'il a appelé la société de construction pour reprendre les travaux sur le pont Chakyu afin que le festival prenne la route plus longue et passe sous les cerisiers, ce qui donnerait une superbe photo. Après cela, ils rentrent chez eux, et Heiru demande à Otaro ce qu'il a décidé pour sa spécialité de deuxième année. Otaro dit qu'il a choisi l'art, et Heiru a choisi les sciences, car elle veut trouver un moyen d'augmenter la production agricole, qui est l'affaire principale de sa famille, et rendre son père fier. Elle ajoute que son autre option est le travail en gestion. Mais après avoir vu à quel point elle a mal géré le festival culturel, elle a choisi l'autre option. Elle dit ensuite que bien que sa ville natale ne soit pas très attrayante, elle aime cet endroit et ses habitants. Et pour une raison quelconque, elle voulait que Otaro le voie. Après un bref silence, Otaro s'imagine lui dire qu'il peut faire le travail de gestion, ce qui la choque. Mais dans la réalité, il n'arrive pas à le dire. Juste à ce moment, il se retourne pour voir le vent souffler dans les cheveux d'Eiru et une pluie de feuilles de cerisier voler autour, et il ne peut s'empêcher de sourire à sa beauté. Otaro a définitivement des sentiments pour Heiru, mais aura-t-il un jour le courage de le lui avouer? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous voulez en voir plus, regardez cette vidéo à l'écran.